Bonjour à tous et merci de nous suivre. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Ouverture hier à Paris, la capitale française, de la 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Ce conclave réunit les représentants des États membres ou non, des organisations intergouvernementales, des institutions non gouvernementales et des fondations. La Côte d'Ivoire est représentée par sa ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné. En Côte d'Ivoire, la fonction publique pour un conseil de discipline plus efficace. Les experts de ce département ministériel ont participé récemment à un atelier. C'était en présence de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Les participants prônent l'urgence de doter le conseil de discipline de tout son pouvoir afin qu'il devienne un puissant instrument. Enfin, au Niger, les obsèques hier des 27 jeunes enfants décédés dans l'incendie de leur école. Leurs familles respectives ont exprimé leur colère. Le Conseil des ministres se tient aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les échanges et travaux se déroulent comme d'habitude en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le point dans nos prochaines éditions avec Jérôme Kofi Abolin. Direction Paris, la capitale française, où s'est ouverte hier la 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Les travaux se tiennent jusqu'au 24 novembre prochain. Cette rencontre de haut niveau, qui siège tous les 2 ans, réunit les représentants des États membres ou non, des organisations intergouvernementales, des institutions non gouvernementales et des fondations. Les explications de Walter Amadou. À l'issue de la cérémonie officielle de la 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay vient d'être réélue pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'Organisation des Nations Unies. La Française a obtenu 155 voix sur 165 votants. Elle inscrit ses priorités dans la continuité de ses actions déjà entamées. Il y a 4 ans, vous m'accordiez cette même confiance, mais sur la base d'un projet, d'une promesse, et aujourd'hui vous renouvelez cette confiance en sachant ce que nous avons déjà accompli ensemble et ce que nous proposons de faire au service des défenses de la paix. Que votre soutien soit si massif et si clair m'oblige. Je voudrais vous redire mes remerciements, ma fierté très grande et la conscience aiguë de l'immense responsabilité qui est celle de notre organisation et que je m'efforcerai de servir au mieux dans les années qui viennent. Pour conclure, vous redire en cet instant ma gratitude pour cette confiance. En cette réélection, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui conduit la délégation ivoirienne trouve de l'espoir pour le système éducatif en Côte d'Ivoire. La journée d'aujourd'hui est une journée spéciale parce que c'est une journée qui marque l'ouverture de la 41e conférence générale de l'UNESCO. C'est également la journée qui marque la réélection de la directrice générale. C'est une joie pour nous parce qu'avec elle et toute son équipe, nous avons commencé un chantier avec les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et nous pensons que sa réélection augure de lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre justement de la feuille de route qui sortira des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour le bonheur des populations ivoiriennes. C'est en 2017 que la présidente Audrey Azoulay avait brigué son premier mandat. Avant ce scrutin, le Brésilien Santiago Mourao avait été élu en début de journée président de cette 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO. La session a été également marquée par l'entrée des îles Hollande en tant que 12e membre associé de l'organisation. Un centre de transit et d'orientation pour enfants à Agboville, dans la région sud de la Côte d'Ivoire. Cette structure a été inaugurée le 6 novembre dernier par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré. Le centre de transit et d'orientation pour enfants de Agboville vise l'accompagnement psychosocial et la réinsertion sociale des enfants de la rue. Les précisions dans ce reportage de Franck Quadio. L'éducation des enfants défavorisés, une priorité pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un centre de transit et d'orientation d'une capacité de 30 000 voies le jour dans la commune d'Agboville,
région de l'Agné-Bitiassa, sud-ivoirien. Un centre réalisé en collaboration avec le Lions Club Côte d'Ivoire qui a mobilisé plus de 60 millions de francs CFA pour la réhabilitation de plusieurs bâtiments afin de permettre à des dizaines d'enfants de s'insérer dans la vie active. Le Lions Club International regroupe des hommes et des femmes, des bénévoles qui mettent leur énergie, leurs ressources, leurs efforts pour aider les populations, les couches les plus défavorisées. De concentrer ces efforts sur la prévention, la protection des enfants en danger. Nassénéba Touré, à travers le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, entend assurer une prise en charge et une réinsertion effective des enfants en difficulté. Il s'agira pour nous de rechercher les parents, de faire la médiation et de procéder à la réinsertion de ces enfants dans leur famille, tout en sensibilisant les parents sur leurs obligations parentales. En outre, nous prévoyons dans ce centre d'initier nos pensionnaires au métier de leur choix ou de favoriser leur réinsertion dans le système scolaire. Cadre de la région, Pierre Nemba a annoncé l'approvisionnement du centre en médicaments de première nécessité. Au Niger, le dernier hommage hier aux jeunes enfants décédés dans l'incendie de leur école faite de classe en paille et en bois. L'inhumation des victimes s'est déroulée à Maradi, dans le sud du pays, en présence de plusieurs ministres. Les familles des enfants décédés et les populations ont crié leur désarroi et leur colère. En Côte d'Ivoire, la fin des réflexions sur la réforme du Conseil de discipline de la fonction publique. Cérémonie de clôture en présence de la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Ouloto. Selon les participants, il est urgent de doter le Conseil de discipline de tout son pouvoir afin qu'il devienne un instrument efficace. Les explications de Eugène Atoubé. À la fin des travaux de l'atelier sur la réforme du Conseil de discipline de la fonction publique, Anoloto Tsourire pose avec les participants pour la postérité. À l'issue de 2 jours de travaux, tous s'accordent pour dire que cette réforme était nécessaire. Le Conseil de discipline de la fonction publique est un instrument qui va retrouver toute son efficacité et un souffle nouveau. Ce sont les travailleurs qui sont convoqués à ce conseil, ce sont les travailleurs qui sont jugés. Pour nous, syndicalistes, améliorer l'existence d'un conseil de discipline est toujours la bienvenue. Nous allons avoir un conseil de discipline débarrassé des pesanteurs et qui véritablement est un instrument de gouvernance, est un instrument de développement, est un instrument de promotion du fonctionnaire ivoirien. Le Conseil de discipline de la fonction publique, comme l'a rappelé aux participants de l'atelier, Anoloto, en charge de ce département ministériel, est à l'épreuve de la nouvelle image que se construit l'ensemble de l'administration ivoirienne dans un contexte de bonne gouvernance. Le diagnostic a révélé que le Conseil de discipline, présenté comme instrument d'aide de prise de décision en matière de discipline, est coulé au pilori et a besoin de fonctionner avec l'entièreté de son pouvoir. Les solutions qui en découlent sont le fruit de réflexions menées dans une approche inclusive et participative. Ce sont tous les experts de notre administration, sous le regard vigilant du Conseil d'État, qui ont réfléchi justement à cette nécessité d'aller plus loin avec notre Conseil de discipline, pour en faire un instrument de sensibilisation, mais aussi de sanctions fortes pour une administration respectable. Le projet qui ira sur la table des députés sera donc, je pense, conforme à l'aspiration totale de nos concitoyens. Cette aspiration recouvre la redynamisation et l'efficacité du Conseil de discipline de la fonction publique. Les populations, autant que le gouvernement, attendent que cet instrument suscite et motive les animateurs de l'administration publique à offrir des services de qualité, refuser la corruption et développer un sens civique aigu.
Toujours en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à procéder au renouvellement de leur carte nationale d'identité. L'Office national de l'état civil et de l'identification s'engage aujourd'hui à satisfaire pleinement à la demande. Les responsables de l'ONESI ont donc visité récemment des sites de production des nouvelles cartes nationales d'identité. Objectif, s'assurer du bon déroulement des opérations. Le point dans ce reportage de Hervé Blé et Jean Djadji. Depuis le début de l'opération d'enrôlement, ce sont près de 3,5 millions de pétitionnaires qui ont été enrôlés et plus de 2,2 millions de CENI produites, dont 1,7 million retirées. Soucieux de satisfaire au plus tôt les millions d'Ivoiriens qui attendent leur titre d'identité, le directeur général de l'ONESI en visite de travail sur le site principal de production de la carte nationale d'identité. Une visite guidée en compagnie de Stanislas Lepage, directeur général de Semlex. Objectif, s'assurer du bon fonctionnement du dispositif mis en place. Ici, tout ce qui est capacité de traitement et de production, ainsi que d'expédition des titres, fonctionne de façon optimale. Et donc, nous voulons appeler les Ivoiriens qui ne se sont pas encore fait enrôler à venir se faire enrôler dès maintenant. Nous rappelons encore que la date d'expiration des cartes de 2009 est pour fin décembre, du 31 décembre. Et nous sommes maintenant à moins de 2 mois. Nous avons capacité aujourd'hui de plus de 50 000 cartes par jour. Il faut venir se faire enrôler dès maintenant pour éviter donc la ruée vers le centre et d'attendre un peu trop. Une fois la CNI imprimée, intervient le contrôle qualité. Les services de l'ONESI doivent s'assurer que les informations contenues dans la puce électronique sont gravées normalement et peuvent être lues. Ici interviennent l'étiquetage, le colisage et l'enlèvement par les agents qui acheminent les colis dans les différents lieux de distribution. Sitoni Nyenen Kafana rassure que l'ONESI a déployé toute sa batterie de mesures pour satisfaire les quelques millions d'Ivoiriens qui traînent encore le pas. Rappelons que la vaccination et le respect des gestes barrières nous permettront de vaincre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 16 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter actuellement 61 442 cas confirmés de coronavirus, 60 209 personnes guéries et 700 décès. Un tout autre sujet à présent. À quand le retour de la location-vente en Côte d'Ivoire? Cette formule de transfert de la propriété immobilière développée dans les années 80 par la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, la SICOGI, avait pourtant fait des heureux dans le pays. Aujourd'hui, les populations la réclament activement. Pour en parler, Cheikh Koné. Marcory, dans ce quartier de la commune, habite Gustave et sa famille. Ce cinquantenaire a le privilège de vivre dans cette 3 pièces dont il est aujourd'hui propriétaire. Cette chance, il la doit à ses défunts parents qui ont acquis cette maison grâce à un mécanisme, la location-vente. Chaque fin du mois, on payait le mensuel à la maison à un montant jusqu'aux années 80 et que la SICOGI a fait la proposition de location-vente. Durant des décennies, la famille de Gustave s'est acquittée des loyers mensuels, 7 500 francs CFA, jusqu'à la fin de l'échéance arrêtée. Abidjan, ne pas avoir un toit, c'est très délicat. Et aujourd'hui, grâce à cette opportunité, les parents sont décédés. La maison, nous sommes les ayants droit et nous est revenue. Aou Françoise a bénéficié des mêmes avantages. Son bien locatif à l'époque était évalué à 800 000 francs CFA. Je suis aujourd'hui propriétaire d'une maison. Si je n'avais pas ça là, je serais en danger. La location-vente est un mode d'acquisition de logement sans apport initial qui consiste à payer un loyer mensuel sur une certaine durée, comprise entre 15 et 20 ans, en fonction de la convention signée avec le promoteur immobilier. Cette location est faite sans prêt bancaire. Au bout d'un certain nombre d'années, le locataire devient propriétaire de la maison. La location-vente, pour moi, c'est le meilleur moyen pour les locataires. Si l'État veut revenir là-dessus, nous ne pouvons que les encourager. Dans les années 80, cette option était la particularité des promoteurs immobiliers publics, entre autres la SICOGI, la SOGEFIA et la SOPIM qui bénéficiaient d'un appui de l'État. Il arrivait même souvent que c'est l'État même qui allait emprunter
pour le compte de la SOGEFIA ou pour le compte de la SICOGI. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, c'est l'État qui, comme on appelle, qui donnait les terrains. Les terrains étaient donnés gratuitement. Troisièmement, sur le budget de l'État, il y avait les VRD. Donc, et c'est pour ça que c'est l'État aussi, à un moment donné, qui fixait les prix et les loyers. Malheureusement, en raison de la conjoncture économique d'alors, la location-vente a été très vite mise aux oubliettes pour faire place à d'autres mécanismes d'acquisition. Dans le cas de l'accès direct à la propriété, le souscripteur va prendre un crédit bancaire, il va payer comptant, donc cash, ou bien il va prendre un crédit à la banque. Le banquier reverse cet argent directement au promoteur. Et le souscripteur, lui, en retour, va rembourser le banquier, en général, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur la base d'un salaire, sur la base d'un certain nombre de garanties qui ont été prises. Non, ce n'est pas de la location-vente. La différence, c'est qu'à la location-vente, vous n'avez pas besoin du crédit du banquier. Aujourd'hui, l'État ne finance plus le promoteur immobilier qui, lui, peine à obtenir des ressources longues auprès des banques. Une situation qui ouvre la réflexion sur le probable retour de la location-vente. La phase 2 du programme des logements sociaux aujourd'hui porte exactement sur ça, sur la location-vente. Dans cette phase 2, en plus des efforts que le gouvernement fait pour mettre à disposition un terrain moins cher, faire venir de l'eau, en plus de ces efforts-là, nous allons faire deux choses, ou essentiellement une chose. Mettre en place un fonds de garantie pour rassurer les banquiers relativement au crédit promoteur, mais aussi au crédit acquéreur. Pour permettre également aux promoteurs qui vont aller sur le schéma, qui vont aller sur le schéma de la location-vente, de savoir que les souscripteurs qui vont venir chez eux, par derrière, il y a quand même un fonds de garantie qui permet d'assurer l'effectivité du paiement des loyers mensuels. Bonne nouvelle, les premières initiatives en la matière se signalent. Le gouvernement et un opérateur privé ont récemment lancé les bases d'un programme immobilier pour les enseignants sous la forme d'une location-vente. Le projet porte sur 60 000 logements. Ahmed Diarasouba est un potentiel bénéficiaire de ce projet. Ce matin, comme d'autres souscripteurs, il se rend chez l'opérateur pour s'informer des dispositions pratiques. Normalement, les autres projets, on vous dira 2 mois de caution, 2 mois de loyer. Et bon, vous trouverez la formule. Mais comme je le dis, au cas par cas avec le client, nous, on trouvera la formule pour que le paiement soit garanti. Donc, il s'agira de construire toutes ces maisons sur fonds propres et mettre à la disposition des acquéreurs sur une période maximale de 25 ans. Alors que les autres projets, vous avez juste un financement, on va dire, d'une banque locale qui vous accompagne avec un crédit tout au plus 10 ans. Donc une pression est mise sur le client pour pouvoir rembourser les échéances. Pour Ahmed, l'histoire est trop belle pour être vraie. Avoir une maison sans apport initial en payant un loyer mensuel, notre enseignant garde tout de même espoir. Donc je pense que c'est une bonne chose si vraiment ça peut être possible. Ici, l'enjeu reste la mise à disposition de ressources longues aux opérateurs immobiliers, par des organismes de développement, des banques ou encore des fonds de pension. Une équation pas toujours évidente. Par rapport aux ressources longues, nous travaillons effectivement à avoir ces ressources-là. D'ailleurs, nous avons commencé à avoir des solutions que je ne pourrais pas dévoiler ici. Le secteur privé seul ne peut pas supporter parce que ça nécessite beaucoup de moyens sur une longue période de mobilisation de ressources très longues. Évidemment, vous comprendrez que l'État doit jouer une partition, c'est-à-dire accompagner le secteur privé de sorte que la mobilisation de ces ressources longues-là puisse, auprès des bailleurs de fonds, trouver un écho favorable. Pour l'heure, la location-vente n'est qu'un projet. Aucune banque ne finance de ressources longues. Pourtant, des promoteurs immobiliers s'adonnent à de la publicité mensongère en faisant miroiter le mécanisme de location-vente. Un promoteur qui vient vous faire la promesse d'une location-vente, dans les faits, c'est quasi impossible. Les promoteurs ont compris aussi que pour bénéficier du financement bancaire, il faut qu'il y ait en face, la banque va leur demander d'avoir des potentiels acquéreurs. Donc ce sont des astuces pour attirer le maximum de monde à eux, pour obtenir leur signature, pour obtenir leur réservation, en vue de donner un peu de poids à leur dossier de financement. Le ministre de la Construction est en train de se donner les moyens pour arrêter cette publicité mensongère. Je ne veux pas trahir un secret, mais nous allons signer bientôt une convention avec le ministère de la Communication et surtout avec le Conseil supérieur de la publicité pour attaquer ces publicités mensongères-là, pour aider les Ivoiriens. Parce que tous les panneaux qui sont en ville et qui présentent de belles maisons avec de belles images de synthèse ne sont pas forcément des maisons dans des programmes sérieux avec des promoteurs sérieux.
La sécurisation du foncier, la disponibilité de ressources longues, la création de fonds de garantie sont les principales clés pour le retour gagnant et durable de la location-vente au grand bonheur des couches les plus défavorisées. Les sites occupés de façon anarchique dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, bientôt complètement déguerpis. En effet, le maire Kandia Camara et son conseil municipal sont passés à l'offensive depuis le 7 novembre dernier. Les détails, Théodore Zouzou et Abou Sanogo. Voie nationale à Djamé Abobo, après l'université Nangui Abrougoua. Étal, kiosques, véhicules sur un espace de 15 mètres de la chaussée sont dégagés par cette machine. Nous sommes à l'opération de libération des emprises des artères principales initiée par le conseil municipal. Une opération qui vise à faire d'Abobo la commune la plus belle. C'est une bonne chose à partir du fait que ça va régler beaucoup de problèmes de la salubrité à Abobo. Les caniveaux sont remplis de bidons et d'ordures dues aux affaires qu'ils vendent. Cette activité vient après plusieurs séances de sensibilisation de la population et une notification de libérer les lieux donnés aux concernés datant du 4 octobre dernier. Ils avaient 8 jours pour quitter les sites. Si c'est seulement la bordure de la voie, moi-même je suis véhiculé, souvent même on a des problèmes pour circuler. Mais aller au-delà, déguerpir des gens, des familles là où ils iront. Quelqu'un a son véhicule qui est chez toi, tu es à la maison, dimanche on vient, on emporte le véhicule. Que dire au propriétaire du véhicule? Et toi-même ton garage qui a été saccagé, pour le moment en attendant qu'il y ait une solution là, comment faire? Le conseil municipal avec à sa tête Kandia Camara a des solutions pour résoudre définitivement la recolonisation des sites. Les policiers municipaux seront là constamment pour que les gens ne reviennent pas. Ce qui est de l'embellissement, vous allez constater qu'il y a un planting, n'est-ce pas, qui va faire tous ces sites-là. Ce déguerpissement s'inscrit dans le cadre de l'opération d'assainissement et d'embellissement dénommée Abobo Ezo, qui vise à donner un visage attrayant à la commune. Débutée ce 7 novembre, elle prendra fin le 21 novembre prochain. Autre actualité, la 13e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Objectif, sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de prendre des mesures urgentes et reconnaître l'importance des documents audiovisuels. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités se sont déroulées dans la commune de Cocody. Une initiative de la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs des images. Pour en parler, Clarisse Cagnala et Jean Djadji. Valorisons notre patrimoine audiovisuel, symbole de notre identité culturelle pour les générations futures. C'est le thème retenu cette année pour la 13e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Pour cette occasion, les archivistes proposent de numériser les œuvres audiovisuelles pour une conservation plus durable. L'objectif de notre présence ici aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir communiquer sur tous les moyens et les possibilités de services et d'opportunités qu'on peut offrir à l'État ivoirien et à toutes les institutions, organisations locales dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de la Côte d'Ivoire. On peut aider les institutions à par exemple, numériser des bâtiments, à mettre en place des projets de valorisation de l'histoire de certaines institutions. Les créateurs et conservateurs d'images invitent tous les acteurs du secteur à mutualiser les efforts afin d'atteindre les objectifs fixés. Quand vous avez un film, peut-être 2 ou 3 images des archives qui ressortent. Alors qu'on peut faire des longs métrages, on peut faire des courts métrages. Donc, nous avons profité de cette journée pour relancer le rôle de l'État de mettre en valeur les archives. Un comité dénommé Mémoire du Monde est mis sur place par les spécialistes pour promouvoir les activités et sensibiliser. Décrétée depuis 13 ans par l'UNESCO, la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel reste une opportunité pour les pays membres d'évaluer leurs performances en termes de conservation documentaire dans le domaine audiovisuel. Toujours en Côte d'Ivoire, la 9e édition de la cérémonie de remise des bourses de recherche de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Cet événement va se tenir demain, jeudi 11 novembre 2021, dans la commune de Cocody. À noter 10 candidats retenus après délibération de la commission d'attribution. Les précisions de Franck Quadio. La remise des bourses de recherche ASCAD édition 2021
C'est pour ce jeudi 11 novembre, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines remet le couvert. 10 candidatures retenues au final après 17 sélectionnés pour cette 9e édition. Depuis 2013, l'Académie attribue ses bourses pour encourager à la recherche. 136 dossiers ont été retenus au total et les thèmes abordés sont des plus divers. Alors, les bourses sont attribuées, mais lorsque l'ASCAD vous accorde une bourse, elle ne vous donne pas l'argent et vous dit d'aller vous débrouiller. Parce que lorsqu'elle vous accorde la bourse, 2 ans après avoir commencé vos travaux, vous devez, au cours d'une cérémonie de remise de bourse, exposer sur les résultats partiels déjà acquis. Et à la fin de la 3e année, après l'obtention de la bourse, vous devez déposer à l'ASCAD un rapport final scientifique et financier. 107 dossiers validés depuis la création du concours pour une vingtaine de candidats déclarés, avec en prime plus de 84 millions de francs CFA d'apport en bourse de recherche. La clôture des dossiers s'est faite depuis le 7 mai dernier. La littérature ivoirienne endeuillée. L'écrivain Isaïe Biton Coulibaly est décédé à 72 ans la nuit dernière à Abidjan des suites d'une longue maladie. On retiendra de l'auteur plusieurs œuvres à succès comme Ah, les femmes et le domestique du président. L'écrivain Isaïe Biton Coulibaly n'est plus. Il a rangé définitivement la plume ce mercredi matin au CHU d'Angré. On le savait malade depuis de longues années. Malheureusement, le mal a finalement eu raison de lui. Né le 7 juin 1949 à Abidjan-Trècheville, il fit ses études primaires, secondaires et universitaires à Abidjan. Il s'envole par la suite pour la France, où il obtient un diplôme de l'école de rédaction de Paris. Une fois les études terminées, Isaïe Biton Coulibaly s'illustre de fort belle manière dans le domaine de la littérature. Écrivain bien connu, il est auteur de plusieurs nouvelles, dont La légende des Sadio, Ah les femmes, puis Ah les hommes, et de nombreux romans. Depuis 1977, date de son entrée dans la littérature, Isaïe Biton Coulibaly a laissé à la postérité plus d'une vingtaine d'ouvrages, tant au niveau de la littérature enfantine, des nouvelles que des romans. Des lauriers, il en a glané. En 2002, pour son roman Merci l'artiste, il obtient le prix Nyonda, honorant le père du théâtre gabonais Vincent de Paul Nyonda. Le Grand Prix ivoirien des lettres en 2005 avec Puissance des lettres. Le prix Yambo Ouelogum en 2008 avec Et pourtant, elle pourrait, et bien d'autres. Sur le plan professionnel, il a été le responsable du service littéraire des nouvelles éditions ivoiriennes, NEI, pendant plus de 30 ans. Il était par ailleurs le correspondant permanent du magazine international féminin Amina pendant plus de 15 ans à Abidjan. Isaïe Biton Coulibaly était marié et père de 3 enfants. En image, le procès des assassins présumés de l'ex-président Thomas Sankara au Burkina Faso. Face au tribunal militaire de Ouagadougou, la capitale, le général Gilbert Diendéré a soutenu avoir organisé une réunion entre les hommes chargés de la sécurité du président Sankara et du capitaine Blaise Compaoré le 15 octobre 1987. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre site rti.ci.